Il se nomme Élisée Ouédraogo, magistrat de formation, représentant de l'Église catholique. C'est lui qui présidera désormais à la destinée de la Commission électorale nationale indépendante pour les 5 années à venir. Son élection intervenue hier vient ainsi mettre fin à la crise qui a secoué l'institution ces derniers mois. Et puis, lui, c'est un exemple de combativité. Youssouf Zalé, handicapé moteur, qui vient de décrocher son baccalauréat série D avec la mention bien, après avoir passé 3 années blanches suite à l'amputation de sa jambe, un certain 6 février 2017. Son portrait dans un instant. En sport, football, déjà qualifié pour les demi-finales du tournoi féminin UFOA B, zone B, les dames de l'Union sportive des forces armées USFA veulent terminer malgré tout en tête de leur poule. Voici pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonjour, merci de votre confiance renouvelée. Nous recevons un invité dans ce journal, Olivier Tarpaga, danseur professionnel, chorégraphe et enseignant de danse, sera là en fin d'édition. Mais en attendant, depuis hier, l'on connaît le nouveau président de la CENI, son nom, Élisée Ouédraogo, magistrat de formation, commissaire au compte de l'Église catholique. Il a été préféré à son challenger, Adamon Kafando, représentant de la communauté musulmane. Vous vous souvenez, celui qui a été choisi par la FAIB pour remplacer Newton Ahmed Barry. Son élection vient ainsi mettre fin à une crise sur fond de récusation par l'opposition du candidat initialement proposé par la chefferie coutumière. Archimad Boy. C'est finalement lui, le magistrat Élisée Ouédraogo, qui présidera la destinée de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Faute de consensus, ce représentant de l'Église catholique a remporté l'élection face à Adama Kafando, le représentant de la communauté musulmane, par 13 voix contre 2. Il remplace ainsi Newton Ahmed Barry pour les 5 années à venir à la tête de la commission électorale. C'est l'aboutissement d'un long processus jalonné de crise sur fond de récusation. Le nouveau patron de la CENI le sait, alors sa priorité, ramener la sérénité dans la maison. À ce stade, ensemble, nous regardons vers l'avenir. Nous savons que ça n'a pas été facile, mais l'esprit de concertation et la hauteur de vue de l'ensemble des acteurs, vous l'avez suivi, a permis aujourd'hui que nous puissions avoir une équipe de la CENI et aussi avoir un bureau permanent pour assurer l'exécution des décisions qui seront prises par la plénière des commissaires. Le ministre en charge de l'administration du territoire se réjouit de l'esprit démocratique qui a animé l'ensemble des commissaires. Il pense que c'est le moment de rectifier le tir afin de rassurer les plus sceptiques sur les capacités de la nouvelle équipe à remplir convenablement ses missions. Je n'ai aucune crainte. Cette CENI-là, elle va être une CENI très, très responsable, une CENI très efficace. Je ne doute pas de cela. D'ailleurs, cette épreuve-là que nous avons traversée constitue un défi pour le nouveau président, pour ses vice-présidents, pour tout l'ensemble des commissaires, pour prouver que, même si on a un peu trimé pour sortir l'institution, elle vaut quand même son pesant d'or. Le défi est donc énorme pour Élisée Ouédraogo et ses collaborateurs qui tournent déjà le regard vers l'avenir. Car dans moins d'un an, il y a l'organisation de l'élection municipale prévue en mai 2022. Et le successeur de Newton Ahmed Barry semble bien connaître la maison pour avoir d'abord été directeur de cabinet de Maître Barthélemy Kéré, ancien président de la CENI, et vient d'entamer son 2e mandat de commissaire au titre de l'Église catholique. Il sera secondé par 2 vice-présidents, Malik Yamba Sawadogo de la majorité et Aboubakar Relwende Savadogo de l'opposition.
Et puis, cette crise qui a jalonné le processus de l'élection du président de la CENI a finalement trouvé solution au sommet de l'État. Le président du Faso a dû intervenir. S'étant suivi dans la foulée la prestation de serment des commissaires devant le Conseil constitutionnel. Retour sur cette actualité avec Benjamin Kwame. Cette fois, c'est la bonne. Après une tentative manquée le 19 juillet 2021, à cause des désaccords entre l'opposition politique et l'administration territoriale sur la candidature de Sao Naba, les 15 commissaires de la Commission électorale nationale indépendante prêtent enfin serment devant les membres du Conseil constitutionnel. À tour de rôle, ces membres désignés par les formations politiques de la majorité, de l'opposition et de la société civile prennent l'engagement d'accomplir les tâches liées à leurs fonctions en toute impartialité. Et je pense qu'on va travailler en famille. Il n'y a plus de dire X et Y, plus les musulmans ou les chrétiens ou les politiques. On doit travailler en famille parce que c'est une neutralité permanente pendant les 5 ans. Donc chacun met ses ambitions politiques autour. C'est un défi à travailler pour mériter davantage la confiance de ceux qui nous ont porté leur choix, mais également travailler pour mériter la confiance du peuple burkinabé. Et à travers la transparence, la probité et la neutralité. C'est vraiment avec beaucoup de joie, de satisfaction que nous avons assisté à la prestation de serment. C'est la fin d'un feuilleton, j'allais dire, d'une crise. Et on se réjouit de ce que tous les acteurs aient contribué à la résorption de cette crise. Parmi ces 15 commissaires figure le chef de Sao, Bonaventure Ouedraogo. Il prête serment en gardant juste la casquette de commissaire. Le représentant de la chefferie traditionnelle n'est plus candidat pour présider la CENI. Une décision prise par le président du Faso après une concertation avec le concerné. J'ai pris la responsabilité de demander à rencontrer Sa Majesté, le Moro Naba, Bango, pour échanger avec lui autour de cette question, afin qu'ensemble, nous puissions trouver une solution apaisée. J'ai demandé à Sa Majesté de bien vouloir accepter que le représentant de la chefferie coutumière ne soit pas candidat pour la présidence de la CENI. Il me paraissait tout à fait normal que j'en informe les représentants des partis politiques, de manière à ce que nous fassions tous en sorte à sauver l'essentiel. C'est donc une décision qui a suscité de nouveau la participation de l'opposition politique à cette prestation de serment. Un pas de gagné pour Eddy Komboigo et ses camarades. Il a pris la responsabilité de ne pas permettre au Sao Naba d'être candidat et de présider la CENI, ce qui résout notre problème. Et partiellement, ces questions étant levées, c'est déjà un pas de gagné. Parce que au-delà de présider la CENI, il y a un problème d'éthique et de moralité. Sur tous ces problèmes, le chef de l'État a annoncé les résoudre d'ici le mois de septembre 2021 pour apporter la confiance et la sérénité à la CENI pour un fonctionnement plus efficace. À l'endroit des nouveaux commissaires, Kassoum Kambou, le président du Conseil constitutionnel, demande de respecter les paroles afférentes à cette prestation de serment pendant les 5 années à venir, car leurs violations feront suite à des sanctions. Et puis, toujours sur la même actualité, il faut souligner que la cérémonie de passation de charge entre le président entrant, Élisée Ouedraogo, et l'ancien Newton Ahmed Barry, qui devrait avoir lieu aujourd'hui même, a été renvoyée au lundi 2 août prochain. C'est un instrument gouvernemental qui aura contribué à la réduction de la pauvreté et les inégalités entre les collectivités territoriales au Burkina Faso, selon la ministre déléguée chargée de l'aménagement du territoire. En 4 ans de mise en œuvre, le projet d'appui au développement des économies locales PADEL a permis de réaliser, entre autres, des infrastructures marchandes, des radios communautaires,
et des forages dans plusieurs communes réparties dans cette région du pays. Le projet a également permis de transférer des ressources financières à des ménages vulnérables de ces zones. À l'heure du bilan, c'est la satisfaction. Le taux global d'exécution physique du projet est d'environ 62%, avec une exécution financière de 56%. Et le bilan nous permet de constater que sur la programmation qui avait été faite, nous avons réussi à couvrir entièrement cette région dans laquelle chacune des communes a pu bénéficier de plus de 150 millions de francs CFA pour pouvoir réaliser des infrastructures socio-économiques, pour pouvoir mettre en place les conditions d'un véritable essor du développement économique en termes de capacitation des PME locales, en termes aussi de mise à disposition du matériel de travail. Et déjà, avec ce que nous avons pu faire sur les 7 régions couvertes, nous sommes vraiment très réjouis des résultats que nous constatons. À cause du retard dans la mobilisation des ressources et le démarrage tardif du PADEL, le programme n'a pas pu couvrir toute l'étendue du territoire national, selon Pauline Zouri. Mais elle rassure, plus de 16 milliards de francs CFA sont prévus pour la couverture des 6 autres régions restantes. Et donc, nous sommes en train de déployer les entreprises sur les 6 régions restantes pour pouvoir reconduire aussi des infrastructures marchandes telles que les collectivités l'ont demandé. Parce que les besoins des communes émanent d'elles-mêmes. Ce sont les communes qui font leur expression de besoin et le PADEL vient appuyer. Et donc, ce serait la même veine que nous allons utiliser pour que ces communes-là aussi puissent avoir les ressources matérielles et financières nécessaires pour pouvoir, en tout cas, développer leur économie locale. Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du PADEL sont les longs délais pour l'obtention des avis de non-objection et la situation sécuritaire qui a contraint le gouvernement à redéployer certains investissements sur d'autres communes en attendant que la situation se stabilise. Suivre le bilan de la mise en œuvre du PADEL, le programme d'appui au développement des économies locales, après 4 années d'intervention. Elle est intervenue dans 7 régions du pays où chacune des communes bénéficiaires a reçu plus de 150 millions de francs CFA pour la réalisation d'infrastructures socio-économiques. Ces chiffres à présent, environ 80% de la population burkinabé active travaille dans l'agriculture, ce qui fait de ce secteur l'un des piliers de l'économie burkinabé. Mais paradoxalement, le secteur peine à s'adapter aux nouvelles technologies de production. Le gouvernement dit être s'inscrit dans cette dynamique. À ses côtés, l'association Wakat Lab, qui à travers son projet AgriAct, veut accompagner les startups intervenant dans le domaine agricole. La semaine dernière, elle a initié un atelier dans ce sens. Kader Kondé et Soto Justin Dabiri. 11 projets sont présentés au jury de la finale de la première édition de AgriApp 226. Des projets présentés par des jeunes promoteurs de start-up qui proposent des solutions adaptées pour l'agriculture. Des projets qui n'ont pas répondu au thème du concours TIC et agriculture dans un contexte de développement durable selon les membres du jury. Ce qui nous a manqué ce soir, c'est le caractère appliqué et applicable des solutions qui ont été proposées. Sinon, ils ont bien réfléchi techniquement, il n'y a pas grand-chose à retirer. Il faut qu'on puisse les encourager afin qu'ils ne soient pas découragés. Et là, ils ne partent pas de rien. Il y a aussi, c'est vrai qu'il y a le prix en numéraire, mais il y a l'offre de renforcement des capacités qui a été faite et qui va leur permettre d'aller plus loin et de renforcer leurs idées. Yagreyam fait partie des groupes qui ont tout de même reçu des prix de reconnaissance à l'issue du concours. Mais on a beaucoup appris, vraiment beaucoup. Après, on a parlé en public et tout, pouvoir présenter nos idées, vraiment montrer ce qu'on vaut vraiment. C'était une très belle expérience. Non, pas du tout. Pas du tout. On a vraiment eu beaucoup. Et en plus de ça, on pourra encore apprendre plus avec l'incubation qu'ils nous offrent. Donc, vraiment, on a gagné doublement même. Wakat Lab veut, à travers cette initiative, contribuer à accroître la production agricole, renforcer l'entrepreneuriat des jeunes et le leadership dans le domaine éthique pour l'agriculture. Ces 3 jours se sont déroulés très bien. Nous avons vu des équipes qui étaient motivées et qui ont bossé acharnement afin de pouvoir
trouver déjà des projets innovants, des solutions innovantes qui vont contribuer au développement du secteur de l'agriculture au Burkina Faso. Koudougou est désigné comme ville hôte de la deuxième édition de AgriApp 226. Créé en 2011, Wakalab a pour but de permettre à la jeunesse de se retrouver, de travailler, de mettre leurs efforts de lutte au service des défis du millénaire pour l'Afrique. Je vous le disais en titre, il s'appelle Youssouf Zalé. Il est handicapé moteur et il vient de décrocher son baccalauréat série D avec la mention bien. Et pourtant, sa vie a failli basculer en 2017 suite à une maladie qui a conduit à l'amputation de sa jambe. Il passera 3 années blanches, mais il a su s'armer de courage pour reprendre le chemin de l'école. Candidat au baccalauréat session 2021, Youssouf a obtenu brillamment son bac série D. Son portrait avec Soto Justin Dabiré. Youssouf Zalé a perdu l'usage de son pied gauche en classe de terminale D. Un événement douloureux qu'il considère aujourd'hui comme le mystère de sa vie. J'ai la date en tête parce que c'est un événement qui m'a marqué. C'est un lundi 6 février, j'ai quitté la classe à 12h, je suis rentré, je n'ai plus mis les pieds à l'école. Bon, on est venu, on pensait que ça allait passer. À un moment donné, le docteur est venu m'approcher et dire qu'à l'état de ton pied là, c'est pas... Il est venu m'annoncer tout simplement que l'état où mon pied là est, la meilleure solution, c'était l'amputation. Pourquoi nos nuits sont si tristes? Pourquoi nos rêves n'ont plus de valeur? Après le 6 février 2017, Youssouf doit encore faire face à une autre date choquante de sa vie. Une date qu'il n'oubliera jamais. Le 6 septembre 2017, jour de son anniversaire. Ce jour-là, j'ai coulé des larmes. Mais je n'ai pas hésité à prendre la décision puisqu'il m'avait demandé si je voulais, il pouvait amputer. Si je voulais aussi, il pouvait laisser ça et essayer de soigner ça. Mais en ce moment, en tout cas, les taux de succès étaient très, très faibles. Je me souviens, la maladie a commencé le 6 février, un lundi. J'ai été amputé le 6 septembre, le jour de mon anniversaire. Pourquoi nos murs sont marqués de sang? Pourquoi nos parents... Ce jour-là, nous étions tous découragés. Nous n'avons pas pu manger ici dans la cour. Une personne qui a ses 2 pieds peut se débrouiller. Mais s'il n'a qu'un seul pied, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on s'en remet à Dieu. C'est sa volonté. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Passé cet épisode difficile de sa vie, Youssouf décide avec le soutien de sa famille et de ses camarades d'enfance de reprendre le chemin de l'école. Candidat au baccalauréat session de 2021, c'est avec brio qu'il décroche son bac D avec une moyenne de 15,46 sur 20. Son rêve, devenir informaticien pour servir sa nation. Les parents se sont sacrifiés pour moi. Et si j'abandonnais comme ça, c'est comme si je m'étais avoué vaincu davantage. Donc, il n'en était pas question d'abandonner. Et tout homme ne doit jamais abandonner jusqu'à ce que la mort même vous applaudisse avant de vous prendre. Tellement que vous vous êtes battu. En tout cas, c'est difficile pour nous de satisfaire à ses besoins. Présentement, je suis victime de la tension depuis l'année passée, mais voilà toujours souffrant jusqu'à présent. Même l'accès à la mosquée est tout un défi pour moi à cause de mon état. Il peut témoigner. On dépend tous d'eux actuellement que des bonnes volontés. Mais comme c'est son désir de poursuivre les études, on ne peut que s'en remettre à Dieu. Malgré la situation sociale difficile de ses parents, Youssouf Zalé veut voir réaliser son rêve. Un rêve qui doit passer à tout prix, selon lui, par des études universitaires.
Je vous l'annonçais en début de journal. Place à présent à notre invité. Nous recevons sur ce plateau M. Olivier Tarpaga. Il est danseur professionnel, chorégraphe et enseignant de danse. Il est là pour nous parler de ses projets. Bonjour, M. Tarpaga. Oui. Et merci de répondre à notre invitation. Merci. Alors, vous êtes chorégraphe, musicien, enseignant de danse et de musique, directeur artistique de l'ensemble des musiques africaines au département de musique de l'université Princeton aux États-Unis. Vous êtes aussi cofondateur de Baker and Tarpaga Dance Project. C'est ça. Vous avez joué et enseigné la danse dans plus de 50 pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Asie et d'Océanie. Oui. Monsieur Tarpaga, dites-nous, qu'est-ce qui vous fait courir autant? Waouh! Mais bon, j'ai un plateau assez plein parce que, bon, là, en plus de mon travail d'enseignant et de professeur de musique et de danse à Princeton, dans le New Jersey, aux États-Unis, qui est quand même la 6e université mondiale, je suis aussi indépendamment chorégraphe et compositeur. Et donc, je travaille beaucoup à travers le monde où j'enseigne et puis aussi je crée des spectacles pour plein de compagnies dans le monde. Alors, l'une de vos dernières créations, vous venez de les débuter, hein, c'est du danse-théâtre. Oui. Et il a pour titre « Une fois la poussière retombée, oui. Les fleurs fleurissent ». C'est ça. Alors, pourquoi expliquez-nous un peu ce projet. Oui, en fait, ce projet est venu par la situation au Burkina, parce que moi, je suis né à Kaya et j'ai grandi à Ouagadougou avant de commencer à voyager le monde depuis 27 ans. En fait, la chose est que je voulais faire une pièce autour des symboles dans ma vie. Genre, mon nom, mon prénom, c'est Pawanyindi, l'inoubliable. Et mon père qui donne des noms avec beaucoup de symboles à ses enfants. Et le quartier où ma famille se trouve à Kaya, c'est Zinkzougou. Donc, je voulais faire un projet autour des symboles. Et ça se trouve maintenant qu'à Kaya, il y a un grand camp de réfugiés. Et donc, quand vous partez dans ces camps, il y a plus de femmes et d'enfants que d'hommes. Parce que ces djihadistes arrivent au nord, ils éliminent beaucoup les hommes et ils laissent les femmes. Ou deux fois, ils tuent la femme en faisant autre chose. Et vous savez de quoi je parle. Donc du coup, je me suis dit que je m'engage à rentrer dans une pièce où je vais rechercher autour du féminisme africaniste. Donc le thème de la pièce, quand la poussière retombe, les fleurs fleurissent. Les fleurs, c'est le féminisme. Donc, quand on laisse la poussière retomber, les fleurs peuvent fleurir parce que une fois qu'on investit sur une femme ou sur une maman, on a investi sur une société. Vous êtes partisan du féminisme? Absolument. Ouais. Et sans excuse. Ouais. Ah, d'accord, ok. Donc, pour vous, c'est une manière aussi d'apporter votre combat à ce qui se passe, dans notre pays. On est tous informés par rapport à l'actualité sécuritaire. Pour vous, c'est aussi votre combat? Absolument, c'est un combat parce que j'ai intérêt à ce que les choses se passent très bien ici parce que moi, j'investis beaucoup ici artistiquement, intellectuellement et même financièrement parce que je crée du boulot pour du monde. J'amène plein de Burkinabés à l'étranger et donc, c'est dans mon intérêt que les choses se passent très bien. Donc, en même temps, et si nos mamans sont tranquilles, c'est que, bon, les enfants vont être tranquilles, on pourra fleurir. Et voilà. Donc, chaque fois, je rentre au Burkina pour vraiment enseigner et créer des travaux. Et là, la situation est assez complexe. Et donc, nous, depuis très loin là-bas, ça nous freine aussi. Et ça nous retarde. Donc, du coup, pour moi, le combat en tant que chorégraphe ou musicien, le combat peut être aussi politique. C'est que nous, on a une voix pour des sans-voix. Moi, j'arrive à faire des choses que même des fois, le journaliste n'arrive pas à rentrer dans certains coins. Moi, j'arrive à toucher des publics que certains diplomates ne peuvent pas toucher. Et je vous donner un exemple. Moi, j'ai fait de la diplomatie culturelle pour le secrétariat d'État américain plusieurs fois depuis l'administration Bush, Obama, jusqu'à maintenant. Et où on m'envoie dans des pays invité par l'ambassade et je vais parce qu'ils ont compris l'importance de la diplomatie culturelle. D'accord. Alors, la création de ce spectacle va durer 2 ans. Oui. Et vous avez entamé la dernière étape. Dites-nous en quoi elle va consister, cette dernière étape. C'est la première étape qui commence maintenant puisque la résidence se passe sur 2 ans.
Et donc, on a démarré, on a la 3e semaine, et la dernière étape de cette étape est pour la semaine prochaine. On travaille avec les danseurs, 3 femmes et 3 hommes, et des nationalités de France, de Côte d'Ivoire et du Burkina. Et à partir de janvier, les musiciens nous rejoignent. J'ai le guitariste de DJ Awadi et de Baba Mal qui sera là pour nous. Il y a une femme joueuse de kora professionnelle du Mali. Et ça, c'est vraiment bien réfléchi parce que c'était une révolution de prendre une femme qui joue la kora, qui sera là. Et puis, il y a un joueur de tabla qui viendra des États-Unis et une chanteuse d'opéra qui va arriver aussi. Donc voilà, il y a vraiment cette équipe que je rassemble pour pouvoir... donc d'ici janvier, on aura toute l'équipe. Et nous allons jusqu'à la première mondiale en janvier 2023 en Belgique et ensuite on part partout dans le monde. C'est quoi le danse-théâtre déjà? Danse-théâtre, en fait, je vous donne un exemple. OK. Danse-théâtre, c'est quand la danse apporte haute expression et c'est moins codifié. Quand vous parlez de danse classique, par exemple, c'est assez codifié. Tout est, voilà, on peut lire certains mouvements. Quand vous rentrez dans la danse traditionnelle que vous connaissez, voilà, on a nos codes dans la danse traditionnelle, mais quand vous rentrez dans la danse théâtre, vous avez une certaine liberté d'expression que vous pouvez aller dans des coins et des recoins et de pensées où la danse traditionnelle et classique ne peuvent pas aller parce qu'ils sont codifiés. Donc nous, on n'est pas assez codifiés, on a plus de liberté d'expression dans la danse contemporaine, danse théâtre. D'accord. J'oubliais de le dire, vous êtes représentant, vous êtes présentement enseignant de danse en plein temps au département de musique de l'université de Princeton. Oui. Le Noir, à l'heure actuelle, a occupé un tel poste dans ce département, c'est quand même énorme, on va dire. Oui, en fait, même pour moi, ça fait un choc parce que ça fait bientôt 18 ans que je suis dans les universités américaines un peu partout, depuis l'université de Los Angeles jusqu'à Columbus et après à Philadelphie et maintenant à Princeton. Et donc, c'était un long chemin, c'est pas venu gratuitement. Donc, j'ai vraiment beaucoup travaillé. Et puis, j'ai été plusieurs fois, par exemple, la dernière fois, j'ai été le candidat numéro 1 pour un poste à l'Université de Floride à Gainesville. Et donc, il y avait plus de 200 candidats un peu partout qui venaient du monde entier. Ils m'ont pris comme... Et j'avais même pas le doctorat, j'avais même pas le master. Ils ont changé le code de l'université depuis là-haut pour que moi, je puisse avoir ce boulot parce que c'est de moi qui voulais. Et du coup, comme j'étais comment on dit, part-time à Princeton, ce qui était déjà prestigieux, ils ne voulaient pas me perdre, je partais, et donc ils ont voté en secret avec les deans et ils ont avisé le président et ils ont accepté de me voter comme plein temps. Et donc, du coup, c'est assez lourd parce que je suis le seul, pas seulement le seul black, mais le seul africain à plein temps au département de musique où je suis prof de musique et directeur d'un ensemble et aussi professeur affilié avec le département de danse. Certainement que vous n'êtes pas encore un aboutissement parce que vous avez collaboré avec les plus grands prestés dans la plupart des grands théâtres. Oui. Est-ce que vous pensez que vous êtes assez connu en Afrique et au Burkina Faso en particulier? En fait, cette question se pose chaque fois. Dans mon milieu, oui. Voilà. Je pense que dans mon milieu, dans le cercle de la danse et un peu aussi dans la musique, oui, on se connaît pratiquement. Mais en même temps, il faut se dire la vérité, c'est que je viens 2 à 3 fois par an au Burkina. Je m'y investis beaucoup. Et donc, je crée un travail que j'aimerais que les Burkinabés soient les premiers à profiter, et même l'Afrique. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à vendre notre produit ici. C'est pas qu'on ne veut pas, moi, je mets beaucoup de priorité sur l'Afrique parce que je suis toujours là à faire ça ici. Et j'engage et je donne le boulot aux Africains. Mais le problème, c'est que, je vous donne un exemple. Cette pièce, le budget de la création de cette pièce, c'est 160 000 $. C'est impossible de trouver ça ici. Voilà, on a des partenaires qui s'allient et donc beaucoup ne se rendent pas compte de ce que la danse apporte, la danse contemporaine apporte dans le produit intérieur brut ici ou même dans l'économie du Burkina et partout en Afrique. Genre mon collègue Serge Aimé Koulibaly, que vous connaissez, sur sa dernière pièce, je pense que le budget était presque 500 000 €. Mais c'est pour une pièce de danse, ben oui. Mais il y a toute une économie derrière, les gens ne se rendent pas compte. Et ma dernière pièce qui a tourné, la pièce a tourné et à la fin, les revenus qui sont rentrés presque 200 000 $. Donc, c'est pour vous dire donc ça nourrit des compagnies aériennes, ça nourrit des danseurs, ça nourrit des familles, ça a aidé des centres par rapport, on a contribué à beaucoup de choses. Il y a toute une économie qui est mal comprise parce que les gens ne prennent pas le temps
pour savoir que la danse contemporaine, le Burkina est carrément leader en Afrique. À part l'Afrique du Sud, on est vraiment leader dans le monde. Quand on dit danse contemporaine et il y a le Burkina, les gens fuient parce qu'ils se disent merde, ils vont tout prendre. On vous dit merci de représenter fièrement le Burkina Faso à l'international, partout où vous êtes. Oui. Alors, concernant votre projet, est-ce que vous avez une échéance par rapport à la fin de la résidence? Oui, alors le projet, je vous dis une chose, pour les chorégraphes qui comprennent, pour un chorégraphe qui appelle un partenaire, un programmateur important, et vous dites, OK, je pense à tel projet et voici le titre. Et tout de suite, il te dit, moi, je ne vais pas seulement présenter le travail, mais je vais vous produire. Ça, c'est le rêve de tout un chorégraphe. Et pour cette pièce, c'est ce qui est en train de venir. Donc, voilà. Donc, à la fin, on a des partenaires. Et on a une des plus grandes programmatrices d'Europe qui a dit, moi, je veux la première mondiale. Et ça, déjà, on sait qu'on démarre par l'Europe. Et on a la salle la plus importante de danse contemporaine de New York qui présente 7 dates de la pièce. Et ça change complètement ma carrière. Pas seulement le nombre de dates, mais qui te présente. Donc, ça veut dire qu'il y a du bruit derrière. Et donc, ça, à la fin, ça apporte quelque chose de grand pour ma carrière. Et aussi, ça va changer la carrière de ces jeunes artistes qui vont être dans ce projet. Et aussi contribuer à l'économie de tous ceux qui sont autour de nous. Donc, c'est assez lourd comme échéance. Donc, on croise les doigts. Ça sera le mot de fin. Oui. Merci, M. Tarpaga, d'être passé sur notre plateau. Et vous pouvez revenir quand vous voulez. Vous êtes le bienvenu ici à BF1. Merci BF1, c'est génial. Merci beaucoup. Vous restez pour la suite du journal. Merci. Et nous continuons ce journal en sport. Cette fois-ci, l'équipe féminine de l'Union sportive des forces armées, USFA, représentant du Burkina Faso au tournoi féminin UFOA Zone B, qui se joue en Côte d'Ivoire. L'UFOA, déjà qualifié pour les demi-finales, va désormais terminer en tête de sa poule. Les joueuses croisent les crampons ce soir avec l'équipe féminine togolaise au stade Robert Champrou de Marcory. Les enjeux avec notre envoyé spécial à Abidjan, Sandrine Zougouri. Qualifié d'office pour les demi-finales après le match nul qui a opposé les 11 de gagnants aux Amis du Monde du Togo, l'aventure continue pour l'USFA. Les commandos de l'Union sportive des forces armées ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin à ce tournoi. Bien vrai que le ticket pour les demi-finales est un acquis, mais l'équipe veut maintenir sa place de leader dans la poule A. Pour le match de demain, nous allons devoir le gagner pour obtenir la première place. Déjà, nous sommes qualifiés, mais il faut gagner pour avoir la première place. Bon, je pense que nous allons chercher d'abord à gagner. Maintenant, par rapport au déroulement du jeu, si on voit que nous allons laisser des plumes, nous allons nous dire, mais comme je l'ai dit, nous allons chercher vraiment à gagner demain. Pour maintenir ce rang, l'USFA doit mettre au pas le 30 juillet les Amis du Monde du Togo ou encore négocier un nul. Un défi qui sera relevé. Bon, face aux Amis du Monde du Togo, on reste concentré pour le match. Même si on est qualifié, on doit se donner à fond pour gagner le Togo. Il ne faut pas, on va dire qu'on est qualifié et puis prendre à la légère le match. Le peuple burkinabé est derrière nous. Qui parle de meilleurs résultats doit certainement avoir les armes nécessaires. Et en ce qui concerne les performances des joueuses, le staff technique n'en doute point. À ces séances d'entraînement, les erreurs du premier match seront corrigées pour permettre à l'équipe de réaliser ses ambitions. Écoutez, nous sommes dans un match de football, tout ne peut pas être parfait. Voilà, tout ne peut pas être parfait. Comme vous l'avez dit, il y a eu quelques couacs. C'est pour ça que les entraînements sont faits, les répétitions sont faites. On va essayer de réaménager un peu, et corriger ce qui n'a pas été bon. Et puis, dans l'espoir que ce soit bon pour le prochain match. Un nul assure la première place à l'équipe burkinabé et qualifie au passage l'équipe togolaise. Un résultat qui éliminerait du coup les 11 de gagnants. USFA, Amis du Monde du Togo, c'est pour ce 30 juillet au stade Robert Champrou.
Voilà, nous souhaitons bonne chance à l'équipe féminine de l'USFA pour ce tournoi qui se déroule actuellement à Abidjan. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je serai très ravi de vous retrouver demain pour d'autres actualités. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.